J'ai eu la chance de signer à Newcastle en 2007. J'ai signé pro à 17 ans et demi. Faire du business en ayant une sécurité financière, ça change l'approche. Et surtout, j'aime ce que je fais, donc c'est un business plaisir. Ce qu'on a pu reprocher aux footballeurs, ils s'expriment mal, etc., etc. Je me dis, en montrant, regardez, on a un groupe d'anciens footballeurs ou de joueurs en activité, on entreprend, on monte des projets ensemble, on se recommande des professionnels, etc., etc. On travaille en bonne intelligence. Tu te dis, ok, même les joueurs en activité, on se dira, mais en fait, la reconversion, il y a des vrais trucs à faire. Tu sais, dans le foot, pour moi, tu as deux manières de marquer un club. Soit tu as performé de fou, soit humainement, on s'est attaché à toi. Petit à petit, l'envie de faire des choses sur la reconversion des footballeurs a commencé à se dessiner. J'avais l'idée depuis très longtemps, mais je ne trouvais pas la forme. T'arrivais pas à mettre d'image dessus, tu le visualisais pas. De base, moi, ce que je voulais faire, je voulais créer une espèce de hotline pour les joueurs en centre de formation qui ont des problèmes. Tu sais, je suis un peu le grand frère. Toi, qu'est-ce qui se passe? T'as toujours eu naturellement cette aura de grand frère. Toujours. La causerie, réseau d'affaires d'anciens footballeurs dédié à la reconversion de ces derniers. C'est que c'est passionnant. Tu vois, il y a trop de choses à faire. Et moi, le sujet de la reconversion, c'est un sujet qui me passionne. Non, la causerie, c'est prenant parce que moi, je veux filtrer. C'est-à-dire que je veux pas laisser tout le monde et n'importe qui rentrer dans la causerie. Évidemment. Donc, je me prends la tête sur la programmation parce qu'à chaque rencontre mensuelle, il y a une thématique. Donc là, je me prends la tête. Je me prends la tête aussi parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. Et du coup, des fois, je suis au téléphone, je filtre un peu. Et exactement, c'est le terme. Le pare-feu. Le pare-feu, merci. Je vais pitcher, je vais mettre ça maintenant. et voilà, mais c'est. Wesley le pare-feu. C'est exactement ça. Mais en fait, si tu veux faire du business en ayant une sécurité financière, ça change l'approche. Bien sûr. Tu vois, ça change l'approche. Et surtout, j'aime ce que je fais. Donc, c'est un business plaisir. Évidemment, c'est la base de tout. Voilà, business plaisir. Et quand tu fais pas pour l'argent, c'est là qu'il y a de l'argent qui vient. C'est ça. Quand tu fais... Quand t'es détaché. Exactement. Le détachement, c'est comme avec tout. C'est le business, c'est les femmes, c'est tout. Le détachement, c'est la base de... Exactement. C'est la base de la réussite. Exactement. Donc, non, c'est que du kiff. Franchement, c'est que du kiff. Et surtout, il y a la profonde envie de valoriser l'image du footballeur. Tu vois, ça, c'est... c'est quand même pas mal corrélé au foot. C'est corrélé au foot. Et surtout, tu vois, avec tous les sujets d'actualité que tu entends autour des terrains, ce qu'on a pu reprocher aux footballeurs, ils s'expriment mal, etc., etc. Je me dis, en montrant que, regardez, on a un groupe d'anciens footballeurs ou de joueurs en activité, on entreprend, on monte des projets ensemble, on se recommande des professionnels, etc., etc. On travaille en bonne intelligence. Tu te dis, ok, même les joueurs en activité, ils vont se dire, mais en fait, la reconversion, il y a des vrais trucs à faire. Tu vois, c'est pas, il y a pas de la poussière, en fait. C'est ça. Tu vois, parce que c'est pas forcément bien vu quand on joue. En tout cas, moi, du souvenir que j'ai, je n'ai jamais eu de discussion dans un vestiaire. Bon, les gars, vas-y, on fait quoi après? Je sais pas si c'est parce que c'est pas bien vu mais c'est juste qu'ils se posent pas la question. Et en fait, c'est un peu comme si tu mettais ça sous le tapis. Et ils veulent pas y penser, en fait. Ils retardent au maximum l'échéance de qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas. C'est pas grave, je vais l'année prochaine. Je vais l'année prochaine. Et là, j'y passe. Ils commencent à avoir 33, 34, 35. Les contrats, ça devient compliqué. Bien sûr. Et je pense qu'à un moment, ils se disent, et c'est au dernier moment, ou même trop tard après, à la fin, quand ils ont terminé, qu'ils se disent, bon, faut que je me forme, faut que je fasse un truc, qu'est-ce que je vais faire? Et après, ça, tu vois, tu l'as dit au dernier moment, et du coup, tu penses à l'envers. Parce que du coup, tu es sur de la réaction. Clairement. Et en fait, toi, j'ai kiffé quand on a échangé l'autre fois parce que toi, tu joues. C'est tout bête, mais ne serait-ce que là, faire ces podcasts-là, même toi, ça va continuer d'ouvrir ton champ de réflexion et tout. Et tu vas te rendre compte que, en fait, j'ai bien fait depuis toutes ces années de m'ouvrir parce que, encore une fois, à l'âge que tu as et que j'ai, les gars, ils cherchent, vas-y, je vais aller en R1, je vais prendre un dernier gros contrat d'1 an. Je vais aller en truc. Mais tu vois, vraiment, des fois, j'ai des discussions avec des gars qui jouent encore. Je me dis, waouh, t'es pas fatigué, là, tu vois ce que je veux dire? Tu vas... T'allais gratter. Voilà, tu vas rouler je sais pas combien de kilomètres. Mais en fait, c'est parce que derrière, il y a aussi, mais si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais? Sauf que, à l'inverse, au contraire, il y a tellement de choses à faire. Mais limite,
c'est incroyable carrément tout ce qu'il y a à faire. On en parlait justement avec Loïc la dernière fois, qui était ici à ta place. Les possibilités que tu as dans le monde extra-foot, elles sont infinies. Mais en fait, il y a un facteur que moi j'aime mettre en avant. Et l'autre fois, j'ai pris l'exemple avec Johnny Placide. Johnny Placide, qui est gardien de but, qui est à Bastia, avec qui j'ai joué au Havre. Je suis venu le voir quand ils sont venus contre le Red Star. Ils sont venus jouer contre le Red Star. J'ai discuté avec Johnny. Il est sur la fin aussi. Et je lui disais, j'ai pris l'exemple, j'ai pris son maillot. Il y a plein de sponsors dessus. Je lui dis, ces gens-là. Mais exactement. Commence par ces gens-là, parce que lui aussi, il est. Non, mais l'entrepreneuriat. Tu vois, je sentais qu'il était. Comment dirais-je? Je ne vais pas dire qu'il avait peur, mais il voyait ça très gros. Je lui disais, non. Déjà, pour moi, un sportif de haut niveau, c'est un entrepreneur. Exactement. Et je lui disais, en fait, tu vois, tu prends juste le maillot de ton club. Tous ces gens-là, que après les matchs, on a la flemme d'aller leur serrer la main, etc. Au contraire, pendant que tu joues, serre-leur la main. Intéresse-toi à ce qu'ils font. Et eux, ils vont se sentir valorisés. Et puis, ce sont des kiffeurs de foot. Et ils vont être très contents de soit te montrer, viens un jour dans ma boîte, tu regardes ce que je fais et tout. Mais en fait, tu sais, quand je te dis ça, j'ai envie de rejouer. Tu te dis, j'aurais dû faire ça et j'aurais dû commencer à 20 ans. Bah oui, mais c'est Fabrice Pancrate. Donc, je l'avais déjà expliqué que moi, j'ai eu la chance de côtoyer à Newcastle, qui me disait, tu sais, quand je jouais au PSG, après les matchs, j'allais voir les sponsors. Il avait déjà pris conscience que c'était important. Et quand tu parles avec lui, c'est un gars aujourd'hui qui a plusieurs business, qui se formait. Il me parlait, moi, qui se formait et tout. Et même moi, à l'époque où lui m'en parlait, pourtant, avec tout ce que je fais aujourd'hui, je me disais, wow, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, formation, truc. Et maintenant, tu comprends. Mais concrètement, sur une journée, en plus, quand t'es pro, moi, je vais prendre mon exemple quand j'étais à Newcastle. On va faire une petite introduction au podcast parce qu'on a déjà un peu commencé. Mais merci déjà Wesley de venir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous donner un peu ton parcours foot et pro? Alors, déjà, merci encore pour l'invitation. Et donc moi, Wesley Ngobaeng, 35 ans, désormais enseignant. Ancien footballeur professionnel. Donc, moi, pour revenir rapidement sur mon parcours, j'ai commencé le foot au Blanc-Ménil. Donc, je suis un enfant du Blanc-Ménil, je le crie haut et fort. J'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation du Havre, qui à l'époque était partenaire avec le club du Blanc-Ménil. J'ai fait toutes mes classes au Havre, donc de Benjamin 2e année, je sais plus ce que c'est, U9, U13, jusqu'à U18. Ah, t'es parti très tôt là-bas? Ouais, je suis parti très tôt, ça se fait plus maintenant. T'es quelle année? 89. Ok. Ouais. J'étais à Caen, moi, tu sais. Ah, d'accord. Peut-être jouer l'un contre l'autre. Maxime, exactement. Phénomène à l'époque. Ouais, un coupé gauche incroyable. Ah, c'était derby en plus. Le Havre, c'était des derbys. Peut-être qu'on s'est croisés. Ouais, sans doute. Et à l'époque, c'était donc, comment il s'appelle le stade où il y a le vélodrome un peu là? Malherbe. Ouais, c'est Stade Malherbe, je crois. Bien sûr. Ouais. Je sais même plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Stade Malherbe. En tout cas, je kiffais jouer contre Caen. Et donc, j'ai fait toutes mes classes au Havre. J'ai eu la chance de signer à Newcastle en 2007. T'avais quel âge? 17 ans et demi. Ok. Tu signes pro à ce moment-là? Ouais, j'ai signé pro à 17 ans et demi. Franchement, c'est magnifique. Ouais. À 17 ans et demi, signé à Newcastle. Ouais, incroyable. Franchement, incroyable. Okay. Et donc, moi, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'as réussi? Alors, il y a eu plusieurs choses. Moi, si tu veux, je signe à Newcastle le 31 août 2007. Ma mère est décédée 10 jours avant. Très compliqué. Donc, j'arrive à Newcastle, tu vois. En même temps, j'ai touché mon rêve, mais en même temps, sans ma mère qui a accepté que je parte à 10 ans et demi. Donc, je suis un peu partagé. J'en veux à la vie. À ce moment-là, tu vois, je me dis, putain, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais malgré tout, voilà, j'arrive à petit m'adapter. Après, les 6 premiers mois, je n'ai pas pu jouer parce qu'il y a eu un problème par rapport au transfert. Je n'étais pas qualifié. Enfin, je sais plus exactement, mais en tout cas, je n'ai pas pu jouer les 6 premiers mois. D'ailleurs, j'avais oublié ce détail-là. Ensuite, je commence à jouer jusqu'en mai. Mais je me fais les croisés. Donc là, tu as 18 ans. Ouais, 18 ans. Ok. Juste avant, je rencontre le sélectionneur du Cameroun, Otto Fischer, à l'époque, pour faire la double nationalité, participer au JO de Pékin, donc en 2008. Donc c'est août-septembre 2008. Donc je me fais les croisés. Ouais.
Croisé, c'est compliqué. Moi, j'avais signé 3 ans à Newcastle. Ouais. Je reviens en fin de 2e année de contrat. Ça se passe plutôt bien. Puis ça m'a permis de... En fait, le fait d'être blessé, ça m'a permis de beaucoup échanger avec les gens autres que les joueurs au club. Bien sûr. Donc du coup, amitié de dingue avec les kinés, les intendants, tu vois, les gens de l'ombre en fait. Et franchement, c'est un message que j'ai envie de faire passer. J'aime trop ces gens, moi. Tu vois, les gens qui font fonctionner le club. Mais j'aimais trop. Pour te donner une anecdote, moi avec un des kinés, on regardait des trucs sur le théorie World Trade Center. Okay. Tu vois, carrément, tellement j'étais tout le temps avec eux, vu que j'étais blessé. Ouais, bien sûr. Et puis, c'est des gens qui t'ouvrent leur cœur, ils me parlaient de leur vie, de leur famille, etc. Donc, voilà, Newcastle, 2e année, 3e année, où je démarre très, très bien. Premier match amical, je suis titulaire avec les Habib Là, Bey, tu côtoyais le groupe pro. Tu étais avec eux. Carrément. Et en fait, donc je commence à faire des bancs. Quand le championnat démarre, je commence à faire des bancs. Je me fais une grosse déchirure derrière la cuisse. Et entre deux, tu sais, là-bas, vraiment, quand tu manques de temps de jeu, tu joues en réserve. Ouais. Mais en réserve, il y a 1 million de pros, quoi. C'est des super matchs. Une fois sur 2, tu joues dans les vrais stades. En tout cas, à Newcastle, la plupart ont joué à Saint James. Donc, c'était cool. Et en réserve, j'ai joué contre Makeda, Gary Neville, Wes Brown. 1 million de gros joueurs. C'est des super expériences. Incroyable. Quand tu as 19-20 ans, c'est une super expérience. Et être au quotidien avec Obafemi Martins, Michael Owen, Joey Barton, José Enrique, ouais, grosse équipe. Shea Given. Habib Bey, il était là aussi. Jérémy Djita, j'en passe. Charles T'as gardé des contacts avec ces gens? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Je suis en contact avec beaucoup Français, francophones et anglophones aussi. Okay. Et en fait, si tu veux, tu sais, dans le foot, pour moi, t'as 2 manières de marquer un club. Ouais. Soit t'as performé de fou, soit humainement on s'est attaché à toi. Ouais. Aujourd'hui, en 2025, donc maintenant 15 ans après avoir quitté le club de Newcastle, je suis toujours en très bon terme avec ce club. J'y suis allé il y a un peu plus d'1 an. Quand ils sont venus jouer contre le PSG, ils m'ont invité. J'étais juste à côté des kinés. Ouais, laisser une bonne trace. Et en fait, si tu veux, par la suite, quand mon contrat s'est arrêté là-bas, qu'est-ce que j'ai fait déjà ? J'avais accepté une offre de Ingolstadt en D2 allemande. Finalement, ça s'est pas fait. Et moi, j'avais dit non à tous les autres clubs. Ouais. Et tu vois, ce qui peut arriver à beaucoup de joueurs qui ont 20-21 ans, qui sortent d'un contrat assez onéreux, je regardais beaucoup le salaire. Grosse erreur de ma part. Bien sûr, ouais. Donc, au final, j'ai rien trouvé. Je me suis retrouvé en D4 anglaise après. Okay. Tu vois. J'ai fait 2 clubs de D4. J'étais dégoûté du foot. Et entre deux, à côté, je vivais des mauvaises expériences avec mes anciens agents et tout. Okay. Tu vois, ma vie, dis-moi. Excuse-moi, quand t'es à Newcastle, tu te rends compte de la chance que t'as ? Non. Tu valorises pas cette chance-là. Je m'en veux tellement pour ça. C'est une question que parce je voulais que poser. Tu sais pourquoi je réalise pas ? J'étais tellement préoccupé par le fait que les gens disent que je suis resté humble. J'étais tellement préoccupé par faut pas que dans mon quartier on dise que j'ai changé. Faut pas que ma famille ceci, faut pas que cela et tout, que j'ai l'impression de pas avoir vécu pleinement mon expérience. Donc ces 3 années, elles sont passées super vite parce que tu as vécu avec la peur de qu'est-ce qu'on va dire de moi si je réussis pas, si ça se passe pas bien, si je dois partir, arrêter le foot. Ouais, et en fait, c'est dommage parce que au-delà du club, c'est une ville formidable. En Newcastle, plus, il y a une expérience de vie. C'est une expérience de vie beaucoup. de dingue. Et c'est vrai que moi, le club voulait me garder la 3e année. Ils me disent voilà, on promet pas trop de temps de jeu et tout, mais voilà, tu reviens aussi des croisés, on le sait. Ouais. Et je pense qu'ils mettaient aussi en avant mon attitude, parce que j'ai eu vraiment une très bonne attitude au sein du club. C'est une façon de te remercier. C'était aussi une façon de me remercier, mais comme tout jeune de 20 à 21 ans, je veux jouer. Ouais. Pour moi, j'avais les qualités pour jouer, donc j'ai dit non, je vais aller là où on va me donner du temps de jeu en équipe première. Mais oui, je te rejoins, je pense que... Alors, j'ai kiffé. J'ai énormément kiffé, mais je pense que je n'ai pas réalisé la chance que j'avais. La chance que tu avais d'être dans ce club-là, de côtoyer des... Bon, c'est des stars. Bien sûr, il y avait James Milner et compagnie, tu vois. Ok. Ouais. Et du coup, c'est passé super vite et tu n'as pas profité autant que tu l'aurais fait maintenant. Aujourd'hui, tu as 35 ans, tu es à Newcastle, c'est complètement différent. Ah non, c'est complètement différent. Ouais. Et surtout que je pense aussi
tu sais, si t'es bien entouré, il y a un moment où on va te tirer par le col, on va te dire, hey, Coco, là, t'es dans un des meilleurs clubs anglais. Mais reste concentré sur ça. Focus. Voilà, focus, exactement. Okay. Alors même si je travaillais, des fois je restais après les entraînements, etc., mais j'ai le souvenir d'avoir été énormément tourné vers l'extérieur. Ok. Tu vois, j'ai vraiment le souvenir d'appeler 1 milliard de personnes, d'être ultra accessible, et ça c'est pas bon. Ouais. De dépanner un tel qui a besoin d'oseille, un autre qui a besoin d'oseille, un autre qui a besoin d'oseille. Mais est-ce que je n'achetais pas une image? Bien tu sûr. vois, le fait de dépanner, de trucs comme ça, on va dire Wesley, il n'a pas changé. Ouais, il a fait mais à côté de ça, est-ce que toute mon énergie, je la mettais dans ma carrière? Je ne pense pas. Ok. Et comment tu as vécu justement ce passage du Havre à Newcastle? Alors, en termes de salaire, tu as dû avoir une belle évolution, une très grosse évolution. Tu l'as bien vécu, ça? Bah, en fait, donc moi, j'ai eu un contrat aspirant. Et à l'issue de mon contrat aspirant, le Havre me propose stagiaire pro et Newcastle me propose un contrat pro. Ouais. Donc, stagiaire pro, vu qu'à l'époque, ma mère était montée au Havre, donc j'étais externe. Je crois que je devais être dans ma dernière année à 500, 600 euros, un truc comme ça. Stagiaire, ouais. C'est comme si c'est très simple. Juin 2007, j'ai dû toucher 700 euros. Et bon, j'ai signé en août à Newcastle, donc septembre, on va dire, 2007, j'ai dû toucher 20 000 euros. Ouais, tu vois. Et en fait, quand tu le dis comme ça, bah forcément, c'est un choc. Parce que il y avait et le salaire, et en fait, moi, ma prime de signature, elle était coupée sur les 3 ans. Donc, du coup, dans mon premier salaire, il y avait aussi une partie de la prime de signature. Et ouais, en fait, je pense que, encore une fois, tu sais, quand tu fais une grande bascule comme ça, je pense que tu dois faire un travail d'acceptation. Et moi, si tu veux, j'ai tellement voulu rester exactement le même entre le moment où je signe à Newcastle et ce que j'ai avant, qu'au final, j'ai pas pris mesure de ce qui se passait. Et je t'ai dit, mon argent, tu t'es en galère, toi, tiens, tu vois. Alors qu'en vrai, avec cet argent-là, faut avoir une réflexion, tu vois. Ouais, pareil. C'est le même focus que le foot. Si t'es pas tourné vers l'extérieur, tu fais pas attention à ce que te demandent les autres ou ce que ça peut te donner comme image de faire ça, de donner à un tel. Focus comme au foot, investissement, placement, qu'est-ce que je peux faire, ou même te former. Bien sûr. Ou alors juste investir dans des chefs cuisiniers qui vont te faire à manger pour justement que tu sois meilleur. Pour être plus performant. Et ouais, franchement, ce qui est ouf, c'est que j'ai voulu vivre normalement quelque chose qui n'était pas normal. Ah, bien sûr, c'est extraordinaire. Et avec du recul, voilà, c'est comme ça, et je suis quand même très fier de ce que j'ai fait dans le foot. Mais je me dis, si aujourd'hui j'ai un jeune entre les mains qui a le même âge que moi et qui signe dans un club comme ça, je vais l'asseoir, je vais l'attacher pendant 3 heures, je vais lui expliquer, je vais lui dire, bah oui, parce que ça n'arrive pas tous les jours de signer dans ce genre de club. Et surtout que il y avait, il y avait la place, parce que quand tu arrives de France, notamment du Havre, on reconnaît la formation du Havre. La formation du Havre, ouais, clairement. Et puis, c'était une équipe où il y avait pas mal de francophones. Donc, il y avait clairement la place, quoi. Ok. Et du coup, après, donc, tu signes en fait, après, ouais, je signe dans des divisions inférieures. En Angleterre, toujours. Ouais, toujours en Angleterre. Et moi, ça a été un downfall incroyable. Ok. D4. Ensuite... D4, ça reste encore honnête. Ah oui, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, ça reste encore honnête. Ligue 2, c'est très bien là-bas. Tu joues devant 10 000 personnes. Des gros stades et tout, c'était cool. Et à un moment donné, j'avais signé un contrat à la semaine à Hereford. J'avais signé un contrat à la semaine. Et un jour, j'arrive le vendredi pour aller au match. Qu'est-ce que tu fais là? Le coach, il me dit, bureau et tout. Et il m'annonce, mais c'est incroyable. Je me rappelle comme si c'était hier. Donc, j'ai mon sac, j'ai le survêt. On allait jouer à l'extérieur, je ne sais où. Et le coach, bureau avec le chairman, le président. Ouais, voilà. Du coup, on prolonge pas ton contrat et tout. Je crois qu'on était en avril, un truc comme ça. Avril. Mais derrière, tu peux pas rebondir en avril. Tu vas aller où? Donc, je me dis, waouh. Et je revois les joueurs, tous, les uns après les autres, m'écrire. Ouais, et tout, I'm sorry, non, désolé d'apprendre ça, parce que ça se passait très bien. Ça se passait bien aux entraînements, ça se passait super bien. Et très vite, ils ont vu que j'étais au-dessus, tu vois. Ouais. Mais le coach, c'était un ancien kiné du club.
Donc, c'était copain, quoi. Il faisait jouer les copains. Et je pense que ça, Il est passé de kiné à coach? Ouais, c'est lunaire. Lunaire. Et je pense que ça, c'est un truc que dans le foot, à l'étranger, dans des divisions inférieures, que les gens négligent. Mais il y a beaucoup de camaraderie. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de copinage. Et quand tu arrives et que tu es étranger, bah, tu viens prendre la place de quelqu'un. Mais si ce quelqu'un, c'est l'ami du coach, c'est mort. À ton poste et compagnie, c'est compliqué. C'est mort. Donc ça, avril, je fais rien. Je veux arrêter le foot à ce moment-là. Là, tu te dis, t'as quel âge? Ouais, j'ai 21 ans à cette époque. Ah putain, ça allait vite. Les montagnes russes, t'as vu comment ça va vite? Ouais. Et un jour, je suis à un mariage à Blanc-Ménil. Donc, je crois que c'est octobre d'après, une bêtise comme ça. Et il y a le président à ce moment-là du club qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et après avoir temporisé, il dit à tout le monde, non, mais j'ai un essai là-bas, j'ai ceci. Il y a un moment où... Encore une fois, le faire pour les autres. Exactement. Il y a un moment où le masque tombe et t'es en galère. En galère. Exactement. Ouais. Et si tu veux, il me dit, bah, prends une licence, reprends du plaisir et tout ça. Je dis, oh, pourquoi pas. Donc, c'était DH à l'époque. DH, ok. Je fais une demi-saison. Je crois qu'on finit deuxième. Je me dis, bon, vas-y, tu sais quoi, à 22 ans, allez, on retente le truc. Je signe à Dieppe en CFA2 à l'époque. On défonce le championnat, on monte en CFA direct. Je me fais les croisés à droite. À gauche, pardon. Recroisé. Ouais, je me fais les croisés à droite. Voilà, et là, je me fais les croisés à gauche. Okay. Et là où je suis vraiment abattu, c'est que j'avais fait une bonne saison et je commençais à avoir, tu vois, des clubs de national qui m'appelaient et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, 22 ans, je reviens en national, sachant que derrière, j'ai été formé au Havre longtemps, j'ai joué dans un grand club. Allez, à 23, 24, ouais, 23, 24, je suis de retour dans le monde pro. Tu vois, mon calcul, c'était ça. Ouais. Par contre, là, je me dis, OK, un deuxième croisé. Bon, déjà, les clubs, ils vont pas me prendre, ça, c'est sûr. Je remercie Dieppe parce qu'ils m'ont redonné 1 an de fédéral pour que je me soigne doucement, etc. Donc, après, on est en CFA. Je pars de Dieppe pour revenir en Île-de-France. Je viens à l'UJA, N3. Pareil, gros projet avec une belle équipe et tout. On monte pas. Par contre, je découvre le football en Île-de-France. Je suis dans les bouchons, j'ai entraînement, truc. Ça me saoule, clairement, tu vois. Et il y a Blanc-Ménil qui est juste en dessous. Donc, je me dis, pourquoi pas essayer de faire monter mon club de cœur. Donc, avec 2-3 amis qui jouent aussi au-dessus, on se dit, venez, on revient à Blanc-Ménil. Donc, on revient. Voilà, donc en DH, on fait une grosse saison, on va loin en coupe. On fait 32e contre Nantes. C'était du jamais vu à Blanc-Ménil. Et en championnat, on arrive 2-3e parce que, à un moment donné, tu sais, je jouais en coupe. On a laissé des plumes en championnat. Et à ce moment-là, je décide d'arrêter. J'ai 25, 26, vas-y, ça m'a saoulé. T'as quoi en tête à ce moment-là? Les bouchons, ça me saoule. Tout ce qui est autour du foot, aller à l'entraînement, etc., ça te saoule? C'est pas ça, c'est Blanc-Ménil pour me faire revenir, parce qu'il y avait aussi une réalité financière. Moi, j'avais des responsabilités. Parce qu'à ce moment-là, tu travailles pas. À ce moment-là, je travaille pas. Mais Blanc-Ménil me propose d'intégrer le service jeunesse de la ville. Et comme ça, moi, je vais travailler, plus le club va me donner un petit plus et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au final, dans l'année, je prends plus de plaisir au taf qu'au foot. À ce point-là? À ce point-là. Et donc, parce que je travaillais en plus avec un autre coéquipier, et à chaque fois, je disais, flemme d'aller à l'entraînement. Et finalement, le fait de se sentir utile auprès de la jeunesse, déjà, sans le savoir, je commençais ma reconversion. Et naturellement, à la fin de l'année, j'ai dit, Sterling Boma, le coach. J'ai dit, coach, franchement... Je le sens plus. Et en plus, je me rappelle, il me l'a reproché parce que je lui ai annoncé par texto. En gros, il m'a dit, la nouvelle génération, ils disent tout par message. Plus les bonnes manières. Voilà, exactement. Et donc, j'ai arrêté pour me consacrer pleinement au service jeunesse. T'as continué dans le même travail? J'ai continué dans le même travail. J'avais plus de temps. En fait, je kiffais, je finis le taf, j'ai pas d'entraînement. Moi, tu vois, j'ai toujours été habitué à ce que le foot soit mon métier. Et du coup, le cœur de ta journée, c'est le foot, c'est l'entraînement. Et là, travailler, et je respecte tellement les gens qui font ça depuis de nombreuses années, qui travaillent et qui vont à l'entraînement. C'est chaud, hein. Franchement, je les respecte à un point. Hein. C'est vraiment, c'est chaud. Parce que là, c'est la première fois que tu travailles. À ce moment-là, ouais. C'est ton premier travail de ta vie de Wesley. C'est mon premier job et j'ai adoré. Dès le jour 1? J'ai adoré. En fait, j'ai adoré parce que c'est marrant, tout ce qu'on a appris dans le foot, tu vois, d'être à l'heure, de se remettre en question, de se surpasser et tout. En fait, j'ai vite compris
que c'était applicable dans le monde du travail. La discipline, elle est utile. Clairement, et que tu représentais une réelle plus-value dans une équipe de travail. Parce que tu es tout le temps, parce que tu es fiable. Même si tu as un peu mal, tu vas pas faire un arrêt ou je sais pas quoi, tu vas aller bosser, tu es toujours à l'heure. T'es toujours en train de réfléchir à des nouveaux projets. Tu sais, t'as cet esprit de compète. On arrive avec cette énergie fraîche aussi. Exactement. Ça met un petit coup de frais à toute une équipe, à des projets. Et en fait, moi, si tu veux, c'était une surprise, ça, pour moi, de découvrir que... Tu savais pas. Ah, en fait, le monde du travail, on peut kiffer. Parce qu'en vrai, de l'extérieur... le travail... Et puis, tu sais, je pense que sans le savoir, le footballeur se place un peu au-dessus C'est un vrai truc. Bah oui, c'est un vrai truc, ça. Tu te places un peu au-dessus Bien sûr. des gens qui travaillent, tu vois. On en parlait aussi. Le footballeur, il a la prétention de penser qu'il va directement, dès la fin de sa carrière, faire des gros projets, faire des gros trucs. Ah non, faut faire la queue. Bien Il y a des gens, ça fait 15 ans ça fait 15 ans qu'ils attendent, qu'ils travaillent. Et en plus, avant les 15 ans, ils ont fait 10 ans de formation, 10 ans d'études. Exactement. Et toi, tu crois que tu vas venir? Non, mais je suis ancien. Ouais, je suis un ancien footballeur, je connais lui. Va derrière. Tu vas attendre. Et c'était ça le paradoxe. C'était que t'es au service jeunesse, tu gagnes, je sais pas, moi je gagnais peut-être 1600 €, une bêtise comme ça. Ouais. Et à côté de ça, les gens dont mes jeunes étaient fans, bah, ce sont mes potes. Tu vois, tu vis une vie remplie de paradoxes. Mais le métaverse. Mais franchement, incroyable. Mais ultra riche en enseignement. Parce que, je répète, comme je disais tout à l'heure, tu te sens utile. Et ça, c'était mon carburant carrément. Et en fait, 1 projet, 2 projets, 3 projets, et bah, quand à un moment donné, il y a un poste à responsabilité qui s'est libéré, on a tous postulé, j'ai réussi à l'obtenir, mais c'était limite une obsession pour moi. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y avait cet esprit de compète. Ah non, les gars, là, on est plusieurs sur un poste, c'est moi, je vais l'avoir. Et après, petit à petit, j'ai commencé à entreprendre aussi, sur le côté. Okay. Déjà à ce moment-là. Voilà, j'ai créé une société où je faisais de la presta petit-déj pour les entreprises. Ok. Et justement parce que je m'étais dit, l'esprit d'équipe au sein d'une entreprise, c'est extrêmement important. Et quoi de mieux que de créer des moments conviviaux autour d'un petit-déj et tout, pour amener, pour que les gens ils soient bien. Et... C'est ce que t'as ramené quelque chose du foot au monde professionnel, au monde corporate. C'est ça. C'est comme quand ça va pas dans un club ou dans une équipe, le coach il dit, bon bah demain, petit-déj obligatoire. Restez ensemble. Exactement. Et faites de la cohésion, parlez-vous. Ouais, et si tu veux, c'est là que je me disais, mais en fait, mais dans le foot, on a appris plein de choses. Contrairement à ce que l'on pense. Non, bien sûr. On a appris plein de choses. Et donc, j'ai commencé à développer ce goût pour l'entrepreneuriat. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas revenir dans le foot? Ok. Mais longtemps. Là, t'as quoi? T'as 28, 29 ans? Ouais, quelque chose comme ça, 28, 29. Donc, ça a marché, les petits déj? Ça a bien fonctionné. Covid. Je fais partie de ceux qui ont été... T'as continué jusqu'au Covid, donc ça a marché. J'ai continué jusqu'au Covid. Après le Covid, j'ai recommencé un petit peu. Mais à côté de ça, je commençais, à vouloir partir du service jeunesse et 2, à vouloir revenir dans le milieu du foot. Donc, je commençais à passer ma licence d'agent, je suivais la formation et tout ça. Et après, donc, avec Mathieu Mancé, on a créé une société d'agents. Et c'était une manière de revenir dans le foot. J'étais très content de le faire à l'instant T, mais je sentais que tout ce que j'avais appris dans l'animation, dans les assos, le monde du social et tout, je pouvais aussi le ramener dans le foot. Et c'est petit à petit que l'envie de faire des choses sur la reconversion des footballeurs a commencé à se dessiner. L'idée t'est venue à ce moment-là. Voilà. En fait, j'avais l'idée depuis très longtemps, mais je ne trouvais pas la forme. T'arrivais pas à mettre d'image dessus, tu le visualisais pas. De base, moi, ce que je voulais faire, je voulais créer une espèce de hotline pour les joueurs en centre de formation qui ont des problèmes. Tu sais, je suis un peu le grand frère. Toi, qu'est-ce qui se passe? T'as toujours eu naturellement cette aura de grand frère. Toujours. Ouais. Toujours. Et donc, on a commencé à créer les after-work du football. On s'est dit, tu sais quoi? En fait, moi, j'ai pris mon expérience. J'ai dit, en fait, ce que je fais aujourd'hui dans le foot, dans le social, il y a plein de joueurs qui jouaient encore, qui m'envoyaient plein de messages. Putain, moi, quand je vais arrêter, j'aimerais bien faire comme toi. Ouais, parce qu'à ce moment-là, quand toi, tu entreprends et que tu fais des choses, t'as encore tes potes qui jouent au foot. Tout le monde joue. Qui sont en carrière. Ils sont en prime. Tu restes leur grand frère aussi. Donc, tu les accompagnes, tu leur donnes des conseils encore. Et si tu veux, à travers les réseaux sociaux, Snapchat et compagnie, ils voyaient mes actions. Et ils voyaient surtout que j'étais content de le faire. Et donc, je sais que j'en inspirais quelques-uns, tu vois. Et à un moment donné, quand j'avais fait l'émission Le Vestiaire et que j'avais parlé, parce que moi, à un moment donné, j'ai eu des grosses galères financières,
C'est arrivé quand, ça? C'est arrivé à 22, un truc comme ça. Ouais, 22, 23. Okay. Et dossier de surendettement vers 25, 26 ans. Tu vois. Ok, t'en as parlé dans le vestiaire de ça? J'en ai parlé dans le vestiaire. Okay. Tu pourrais le résumer en 30 secondes ici? Ouais, bien sûr. Très simple. Moi, j'ai fait des placements. J'ai acheté un appart. Quand t'es à Newcastle? Quand je suis à Newcastle, j'achète un appart à mon ancien agent. Okay. Qui, derrière, fait de la sous-loc. Enfin, bref, un micmac pas possible. À un moment donné, moi, je n'ai plus les mêmes revenus. Donc, je peux plus assumer les mensualités. Donc, je reçois tout le courrier en Angleterre, sauf que moi, je suis plus là-bas. Et moi aussi, j'ai été un peu négligent. Et à un moment donné, je reçois des courriers. En gros, l'appart, il est saisi, etc., etc. Moi, je travaille au service jeunesse, je gagne 1 600 €. Bref, compliqué. Faut faire, à un moment donné, faire un dossier de surendettement. Parce que peu importe ce que je fais, je suis bloqué. Ouais, donc, je me retrouve au tribunal de Bobigny. Ça a été, en fait, déjà, ça a été très compliqué pour moi de remplir les documents. Parce que c'est une réalité que je fuyais. Ouais. Tu vois, c'est une réalité que je fuyais. Et quand on m'a assis, non, faut qu'on le fasse. C'était compliqué. Je me rappelle, c'était un dimanche après-midi. Ça a été sûrement l'une des épreuves les plus compliquées de ma vie. Mais en même temps, ça a été le game changer. Ouais. Parce que ça m'a mis face. Et on va assumer, on va aller au bout. Et quelque part, c'est un nouveau départ que m'accorde la France à ce moment-là. OK, t'as telle dette. Je crois qu'il y avait pratiquement 100 000 €. Hein. On était sur un. Tu vois, sur les anciens footeux, t'as alcoolisme, dépression, surendettement. Moi, je suis allé chercher surendettement, tu vois. Et on était sur une grosse dette. Ils ont accepté. Ils ont écouté mon histoire, ils ont compris. Et ça a été sans doute l'épreuve l'une des plus compliquées de ma vie, puisque le décès de ma mère reste l'épreuve, voilà. Mais je me suis dit, à un moment donné, il faut assumer. Il faut assumer parce que au-delà de l'argent, c'était un blocage même psychologique. Ouais, bien sûr, tu peux rien faire. Tu peux rien faire en vrai. Si tu sais que t'as ça à côté qui te pend au nez, tu peux rien faire. Et bizarrement, après ça, tout a changé. Bah oui. Tout a changé. Je suis parti de from scratch et tu vois, aujourd'hui, voilà, j'ai une très bonne situation et je sais que tout va continuer de grandir. Mais très compliqué et surtout, tu sais, dans la salle, je regardais tout le monde et j'écoutais les histoires un petit peu. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais comment j'ai atterri ici? Tu vois, je réfléchis. Mais ça, je pense que c'est une réalité et il faut avertir les jeunes sportifs ou footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent très vite. Et il faut leur dire, je pense que tu es le meilleur exemple pour ça, que ça peut aller très vite dans les deux sens. Et les gens ne se rendent pas compte. Et tu sais, quand tu gagnes 3 et que tu dépenses 4, peu importe le nombre de zéros que tu rajoutes derrière. Si tu gagnes 3 000 €, tu en dépenses 4 000, t'es mort. C'est des maths. Tu gagnes 30 000, tu en dépenses 40 000, t'es mort. Parce que forcément, quand tu as un gros salaire, on va t'accorder des leasing, des trucs, des crédits, tout. Ouais, t'inquiète pas, tout ce que on va tout te donner, t'inquiète pas. Par contre, à un moment donné, la réalité du footballeur, c'est que les contrats sont courts. Tu as signé des contrats de 3 ans, 1 an, 2 ans, 1 an et demi. Si tu arrives en mercato, tu sais, mi-saison, des fois, tu as signé 6 mois. Et en fait, qui peut t'assurer que le contrat que tu signes à l'instant T est le contrat le plus onéreux de ta carrière ou le moins onéreux de ta carrière? Tu sais pas. Et je pense que moi, je me suis comporté, quand j'ai signé à Newcastle, je me suis comporté comme si, quoi qu'il arrive, le contrat d'après sera meilleur. Ouais, bien sûr. Tu vois. Tu voulais évoluer, tu voulais grandir. Sauf que, la preuve en est, hein, le contrat d'après, c'est le tribunal de Bobigny. je voulais poser une question justement par rapport à ça, je vais la poser maintenant, parce qu'après ce sera trop tard, mais si tu devais te parler au jeune Wesley qui est dans sa 2e année de contrat à Newcastle, avec ce salaire-là, c'est quoi les conseils que tu te donnerais en gestion extra-foot? Réduis ton cercle d'amis. Ok. Pour commencer, réduis ton cercle d'amis. Concentre-toi sur ton corps, parce que ton corps reste ton outil de travail. Bien sûr. Donc, réduire son cercle d'amis, se concentrer sur la gestion de son corps et surtout, gérer son argent correctement. Parce que moi, je vais te donner une anecdote. Des fois, je sais pas, je suis à l'aéroport, l'avion, pour X raison, il est en retard. Je vais acheter un iPad. J'ai fait des trucs comme ça, tu vois. T'ennuyais. Je m'ennuyais, je vais dépenser 600 € comme ça, gratuit. Ou sinon, je vais, tu sais, tu peux faire du shopping dans les aéroports. Ouais. Je vais acheter une sacoche à 400 € chez Dior. Ouais. C'est vraiment, ce que je te dis, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, multiplié par
je ne sais combien de fois, bah forcément, à un moment donné... Si tu vas beaucoup à l'aéroport, tu bah, dépenses beaucoup. Bah, vu qu'à Newcastle-Paris, c'est 1h10 de vol, 1h15. Donc, dès que j'avais 1 ou 2 jours off, je rentrais régulièrement. Même ça. Rentrer, c'est une sorte de défocus et c'est un truc qui coûte cher aussi. Reste là-bas, gère ton corps, travaille tes points faibles, enfin, et tes points forts aussi. Et tu vois, la gestion du temps d'un joueur, d'un sportif de haut niveau, elle est extrêmement importante. Et sur ça, je le dis avec beaucoup de recul, je me suis loupé. Tu t'es dispersé. Et en gestion financière, qu'est-ce que tu te dirais? Comment tu te conseillerais maintenant? De placer son argent et de s'intéresser au placement que tu fais. Okay. Je pense que pour moi, le levier, il est là. C'est que si tu places pour placer et tu délègues complètement, c'est pas top. Par contre, avec le temps que l'on a quand on est sportif de haut niveau, bordel, intéresse-toi à ce que tu fais. Ouais. Moi, j'étais avec la Barclays à l'époque et il y avait un gars qui croyait en moi quand même. Paul, je me rappelle, il venait me voir à Newcastle, il me parlait et tout, mais j'étais tellement dans ma tête, dans mon truc que je l'écoutais pas. Mais ouais, le conseil, c'est place, intéresse-toi à ce que tu fais parce que vu que tu es un compétiteur, tu vas vouloir faire mieux à chaque fois. Ok, là, j'ai placé là, ça a bien pris, j'ai été malin, je me suis dit, ils vont construire, il y a le tramway, il y a le truc. Ok, je vais chercher un autre projet, tu vois. Et je pense que tu peux, en parallèle de ta carrière de sportif, te créer entre guillemets, une carrière d'investissement, tu vois. Bien sûr. Et même, tu vois, aujourd'hui, il y a des gars même j'ai vu Raphaël Varane et d'autres, qui mettent un peu d'argent dans des startups et tout. Tu vois, j'aurais pu creuser un petit peu parce que pour faire ma journée type, moi, des fois, j'allais à l'entraînement, je sortais, parce qu'à un moment, j'ai pris une maison juste à côté du centre d'entraînement, je sortais de chez moi à 9h15, je pouvais être chez moi à midi. T'imagines le temps que t'as? Tu vois, bien sûr. À part pré-saison où tu vois, t'as souvent on double les séances et tout. Et même si dans la semaine, au pire, on va doubler 1 ou 2 fois, t'as plein de jours où soit t'as pas entraînement, ou t'as juste entraînement le matin, ou juste l'après-midi. Tu vois. Le vrai conseil, je pense, c'est de se créer des routines. Des routines pour ton entraînement. Tu fais tout ce qu'il faut pour que ton entraînement soit productif. Ta récupération, tu la mets en place aussi. Donc, tu peux incorporer une sieste, tes repas. Mais le meilleur truc, c'est de se faire une routine après. Après la sieste, tu te mets 30 minutes de YouTube, par exemple, sur des sujets bien précis. 30 minutes pour comprendre dans quelle assurance vie tu as investi. Sur l'état financier de la France, plein de choses. Et juste des routines comme ça, je pense que rien que ça, en 30 minutes par jour, tu as assez pour incorporer plein de savoirs et des choses qui te seront super utiles pour investir. Et d'éveiller ta curiosité. Et même, tu vois, je peux parler d'autres choses. Les déplacements à l'extérieur. Quand on joue à l'extérieur, des fois, nous, on se déplaçait en avion privé ou en car quand c'est pas trop loin. Lis. Tout simplement, tu vois, prends ton petit bouquin. Lâche ton iPad. Exactement. Lâche Netflix. Exactement. Il y a tellement de livres intéressants. Et ça, ça rejoint, tu vois, ce que le combat d'aujourd'hui et même toi par rapport à ce que tu fais, c'est de montrer que c'est pas ringard de faire ça, en fait. C'est quelque chose qu'il faut. Il y a beaucoup de joueurs qui ne lisent pas juste parce qu'ils n'ont pas envie de se faire tailler. Ouais, juste pour pas qu'on dise, ah, regarde, il lit. Mais tu te rends compte quoi mais tu te rends compte et c'est pour ça que c'est qu'encore maintenant. Alors je trouve que ça s'ouvre un petit peu, les consciences s'ouvrent un peu, mais c'est encore très présent ce truc de se moquer du mec qui va lire, de se moquer du mec qui est un peu différent, même de se moquer du mec qui va dire non, je sors pas. Je vous suis pas en boîte, les gars, je sors pas. Bien sûr. On va se moquer de lui. Ouais, mais tu vois, c'est ouf ce que tu dis, c'est que on se moque du gars qui s'instruit. Même la phrase, elle est bizarre. tu dois quasiment. Bon, aujourd'hui, j'ai passé le truc. Ouais. J'ai 33 ans, je peux lire un livre devant tout le monde, je m'en fous. Ouais. Mais tu dois le justifier de lire un truc. Quand t'as 25 ans, que tu lis un truc dans le bus ou dans l'avion, tu dois te justifier de lire ça. Pour faire ça. Alors que le mec, pendant tout le déplacement, pendant les 2 jours où ils sont en déplacement, il va être sur l'iPad, il va regarder Netflix, il va être sur Insta, il va. Ouais, et en plus, je pense que même. Alors, les gens qui sont dans la prépa mentale pourront nous en parler, mais je pense que pour un joueur, c'est important, à un moment donné, de mettre le cerveau sur autre chose. Tu vois ? Parce qu'à un moment donné, le foot, c'est... Mais tu peux pas parler de foot tout le temps. T'en connais des mecs, même au foot, ils sont au foot, ils continuent de parler de foot, les tactiques, ils analysent la tactique de ce club-là. Fatigant. Et des fois, c'est même pour combler un manque d'informations sur d'autres sujets. Bien sûr. Tu vois, et imagine
dans les vestiaires, avec toutes les histoires que chacun a, parce qu'ils viennent de tel endroit, etc., les familles et tout, imagine si dans les vestiaires, on avait des conversations, entre guillemets, business, projet, etc. Ouais. Mais t'imagines le potentiel dans chaque vestiaire. On est quoi? On est peut-être 22, 23, 24. T'imagines si, vas-y, les gars, vous savez quoi? Une fois par semaine, on parle pas de foot. On se fait un petit temps. On met le foot en pause. Voilà, on met le foot en pause. On va manger, on parle d'investissement. Je te jure. Et limite, j'ai envie de dire que ce temps, il devrait être obligatoire dans les clubs. On se pose pendant, je sais pas, 1 heure. C'est comment? Toi, t'as investi dans quoi? Ah ouais, ok. Tu sais, une discussion où les gars, et à la fin de la discussion, ils vont se dire quoi? Ah, j'ai appris. Ah ouais, lourd. Mais moi, j'ai plein d'images en tête dans les vestiaires. On va parler d'une soirée. C'est cliché, mais c'est une réalité. C'est classique. Pendant 45 minutes. Oui, t'as parlé avec elle. C'est la brune, là. Une semaine entière. Je te jure, mais elle avait des talents. Attends, c'est pas elle sur Facebook. Et on va débriefer. Ouais. On va regarder. Waouh, il est 13h. Tu vois? Mais si on mettait la même énergie pour parler, ok, toi, t'as été conseillé par un tel. Ok, c'est quoi la renta, etc., etc. Ouais, creuser. Et comme ça, ensemble. Il y a ceux qui sont avancés sur le sujet. Et en même temps, il y en a que tu éduques. Et que tu leur donnes envie de s'intéresser, tu vois. Le message, c'est peut-être que vous allez commencer à 3 ou 4, même 2 ou 3, et petit à petit, il y a des gens qui vont se greffer. Ouais, clairement. Il y a des gens qui vont intégrer le groupe et qui vont amener aussi de l'expérience et de la matière à ce sujet-là. Je suis en train de me dire, putain, la causerie, on devrait aller dans les clubs, faire des trucs. Je pensais la même chose. Je pensais la même chose. Non, mais par contre, c'est un devoir, ça, des plus anciens des vestiaires. Ouais, clairement. C'est un devoir, c'est aux anciens un peu de prendre les choses en main là-dessus. Mais tu vois, en fait, j'en profite parce que même si c'est ton émission, j'aime mettre en avant, du coup, ce que toi, tu fais. Parce que quand j'ai compris l'état d'esprit que tu avais, et tu disais dans le vestiaire, des fois les mecs ils te posent des questions et tout. En fait, ton rôle il est mais comment dire, il est même sous-estimé carrément parce que c'est extrêmement important ce que tu fais. Tu vois, il y a des joueurs, ça se trouve avec tes petits conseils et tout, bah les gars ça va leur changer leur vie carrément. On se rend pas compte à quel point des petites choses ça peut avoir des grands effets. Mais carrément. Et ouais, dans les vestiaires, on devrait avoir certes des joueurs d'expérience, mais des gens d'expérience sur d'autres sujets. Tu vois, sur d'autres sujets parce que y a ce truc où, encore plus en National 2, où généralement des contrats d'1 an, 2 ans. C'est précaire. C'est précaire. Moi, j'aime dire que tous ces championnats-là, ce sont des championnats de célibataires. Je te jure. Non, mais je sais plus quel coach j'ai eu. Alors, je suis un célibataire endurci. J'ai un coach, je crois que c'est Sébastien Cuvier que j'avais eu à Dieppe. Ouais. Et il disait, je crois qu'il en était à son 13e ou 14e déménagement. J'ai dit, waouh. Ouais. Parce que c'est ça la réalité d'un genre de N2, bien sûr. N2, N3. 1 an, je suis là, je suis en Aquitaine. L'année d'après, je suis dans les Bouches-du-Rhône. L'année d'après, je suis dans le Pas-de-Calais. Comment tu construis une vie comme ça? T'imagines. Et ça, je te le dis, ça fait partie des choses qui m'ont poussé à revenir en Ile-de-France assez tôt. Te baser quelque part, avoir simple. Ta base. Je prends la 2e année où je suis à Dieppe. Donc il y a des nouveaux joueurs. Les mecs, l'autre il jouait à... Il y en a un qui jouait en Vendée, je sais plus c'est quel club. Un autre qui jouait vers Bordeaux. Un autre qui jouait vers Nantes et tout. Et je me dis... Et ils viennent avec femme, enfant et tout. Ouais. Et je me dis, waouh. Et puis tu sais, dans les clubs comme ça, il y a souvent des petits repas, des barbecues avec tout le monde et tout. Et tu t'entends, l'année dernière, on habitait à, je sais pas où, à 450 bornes. Et moi, je sais que le joueur, il va peut-être pas être conservé. Donc, ça veut dire qu'ils vont encore bouger. C'est une réalité, c'est une vraie réalité des joueurs. De niveau National 2, National 3, je mets la National 1 à part parce que c'est un peu moins le cas. Et les salaires sont un peu plus gros. Mais tu te rends compte de faire bouger ta famille quasiment tous les ans pour 1000, 1005. C'est pas par rapport au salaire, mais c'est par rapport à l'engagement que ça va coûter à toi et ta famille de bouger à ce point-là. C'est fatigant. Et surtout, tu sais, moi, là, avec du recul, je pense beaucoup aux femmes des joueurs. Dans le sens où peut-être qu'elle a trouvé un super job dans telle ville. Et toi, t'arrives, non, moi, je suis plus titulaire, faut qu'on se barre. Attends, j'ai des collègues, je les aime bien, j'ai trouvé un truc. Et moi, je l'ai vécu et je sais que ça arrive à beaucoup de joueurs. Et c'est là, je me dis, en fait, c'est compliqué de construire quelque chose sur sa vie perso dans ces championnats-là. Tu peux quasiment pas.
Parce que tu es toujours sur les appuis. Bon, là, je joue pas trop. Bah, l'année prochaine, je vais aller à Romorantin. Et puis, l'année d'après, je vais. Moi, à un moment donné, il y a Aurillac qui m'appelle. Ouais. Je crois que c'était en CFA à l'époque, je sais plus. Je connaissais pas l'endroit. Et avec tout le respect que je leur dois, je tape sur Google. Je dis, waouh! Et j'étais revenu en Île-de-France à l'époque. Ouais. Mais en fait, au-delà du club, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller revivre à je sais pas, 500 km de Paris ou je sais pas quoi. Non. Non. Et si tu veux, le fait de travailler et de commencer à construire un CV c'est ça. Dans le monde du taf, en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est peut-être moi qui ai raison. C'est peut-être moi qui ai raison parce que je m'évite de changer tous les ans. Parce qu'en plus, à ce moment-là, il te restait 7, 8, 10 ans de carrière. Ouais. Faire 10 ans comme ça, t'aurais mis ta vie en pause pendant 10 ans pour rien. Alors que, justement, en arrêtant, pendant ces 10 ans, tu as pu construire quelque chose qui ont des choses qui ont des effets composés. Donc, toutes tes connexions, tout ça, ça va s'accumuler. Et tu vas pouvoir après, c'est même plus une après-carrière, mais après, tu évolues Bien sûr. Et sans limite. Qu'après le foot, tu vois, exemple, je sais pas, t'arrêtes à 34, 35, 36. Tu veux rentrer sur le marché du travail à cet âge-là. C'est tard. T'es pas vieux, mais c'est une entrée tardive dans le marché du travail. On rentre pas à 35, 36 ans sur le marché du travail. Par contre, si en parallèle de ta carrière, t'as fait des choses, du coup, malgré tout, t'es déjà un peu dans le milieu du travail. Et le jour où tu arrêtes, ça se fait naturellement. Mais là, sinon, bah, comme beaucoup ont pu le dire, même Loïc, j'ai vu qu'il en parlait la dernière fois, tu vas faire quoi, coach sportif? Sans dénigrer, parce qu'il y en a qui le font et c'est très bien, mais tu n'es pas, comment dirais-je, obligé de faire ça. Il y a plein de choses. Donc non, faut se dire que dans un vestiaire, il y a de la compétence. Mais bien sûr. Tu vois, il y a de la compétence. Il faut pas hésiter à poser des questions. Ouais, toi, tu viens de telle région. Ouais, ok. Faut être curieux. Le football nous offre ça, de jouer. Rencontrer des cultures, des régions différentes. T'as des gens qui vont être plus artistes, t'as des gens qui vont être plus manuels, t'as des gens qui seront experts dans un autre domaine. Et ce qui est bien, c'est que le foot rassemble et mélange plein de gens différents. Mais quand j'entends, c'est peut-être d'autres sujets, mais tu vois, des histoires de couleurs, de je sais pas quoi, tu vois, je me dis, mais en fait, dans le foot, on a joué avec tellement de... Mais l'autre, je sais pas, tu t'arrives, un mec qui vient, c'est un Coréen. Comment je dis, bon, forcément une bêtise, comment on dit ça en coréen? Ah, ok. Tu sais, il y a ce truc où, en fait, moi, j'adore apprendre à parler de nouvelles langues. Des nouvelles langues, okay. J'adore, là, j'essaye d'apprendre un peu l'italien et tout. Je kiffe parler les langues parce que j'ai joué avec tellement de nations différentes. Et c'était à mourir de rire. À mourir de rire. Avoir différentes conversations, les entendre parler. Mais c'est à mourir de rire. Et pour ça, j'ai énormément de gratitude envers le football. Tu vois, moi, à un moment, j'ai failli signer en Thaïlande. Donc, j'étais parti longtemps là-bas, pendant 1 mois et demi. Et dans l'équipe dans laquelle j'étais, Coréens, Libanais, déjà les Thaïs, il y avait des Espagnols. J'ai même revu Cisco, un Espagnol avec qui j'ai joué à Newcastle. Et en fait, mais c'était d'une richesse. Les Thaïs, ils essayaient de m'apprendre un truc. J'essayais d'apprendre un truc aux Coréens. Et tu vois, c'est... Du coup, dans ta tête, moi, c'est pour ça que je suis passionné par le voyage, par exemple. Parce que t'as gardé ça, les voyages, t'essaies d'en faire beaucoup encore? Ah, je voyage énormément. Je pense que je fais partie, en tout cas autour de moi, je fais partie de ceux qui voyagent le plus. Là, c'est bientôt les vacances scolaires. Dans les vacances, je suis pas là. Je suis toujours là, je vais à Dubaï. Mais c'est un peu un business trip parce que par rapport à la causerie, voir ce qu'on peut faire là-bas. Justement, la causerie, est-ce que tu peux nous en parler un peu? On en a parlé un peu en introduction ou avant de commencer. Mais est-ce que tu peux présenter un peu ce que c'est la causerie? Comment t'en es arrivé là? Alors, la causerie, réseau d'affaires, d'anciens footballeurs, dédié à la reconversion de ces derniers. Et le principe est simple, il y a un système d'adhésion mensuel avec un dîner d'affaires et à chaque fois il y a une thématique. Le but, c'est que entre anciens footballeurs, on s'entraide sur la reconversion des uns et des autres. On s'apporte du réseau, on s'apporte du business, on se recommande certains professionnels, on partage des projets ensemble et tout. Et tout sous couvert de bienveillance, parce que c'est le maître mot.
Et il y a aussi cette volonté de retrouver un esprit de vestiaire. Ouais, bien sûr. Et en fait, on se tire vers le haut à travers les différents échanges. Donc, des fois, ça va être des opportunités d'investissement. Des fois, ça va être des partages d'expérience. Des fois, ça va être des clubs que j'ai envie de mettre en avant parce qu'ils ont des projets socio-éducatifs qui me parlent. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que le football, c'est un levier social ouais, bien sûr. extraordinaire. Et avant ça, donc j'avais créé un organisme de formation. Tu voulais former les sportifs, les footballeurs, ouais. Sur la prise de parole en public, gestion d'image, gestion financière. Il y avait un bilan de compétences parce que le truc, c'est que pour beaucoup, en dehors du foot, ils ne se connaissent pas. Paradoxalement, ils ont des qualités de dingue qui font qu'ils peuvent être des leaders dans l'entrepreneuriat ou avoir des postes à responsabilité. Et avant ça, donc il y avait les after-work du football où justement le but c'était de mettre en avant 2-3 parcours de reconversion et derrière d'avoir une partie networking. Ouais. Mais en faisant tout ça, parce que ça fait 7-8 ans, donc niveau ancienneté, ça commence à être pas mal. Et en faisant tout ça, je me suis dit, le meilleur format, c'est le business club. Okay. Donc là, le business club, ça fonctionne bien. On est une vingtaine. C'est tous les mois, c'est ça? C'est tous les mois. Et en fait, moi, je veux que ça reste à taille humaine. Je veux que ça reste à taille humaine parce que tu peux vite partir sur non, mais j'encaisse plus, donc j'ouvre un peu plus. Ouais. Je veux que ça reste à taille humaine et que les gens aient le temps de vraiment créer des relations humaines. Parce que pour moi, on fait des choses si humainement déjà ça match. Il y a, tu peux faire du one shot avec des gens que t'aimes pas ou quoi, mais moi en tout cas, ce n'est pas ce que je prône. Donc aujourd'hui, c'est ma manière d'apporter des choses donc sur la reconversion. Tu filtres beaucoup. Je filtre énormément parce que ce qu'on dénonce du monde du football, je veux pas qu'on le reproduise au sein du business club. Ouais, ça serait... Et avant tout, voilà, comme je te disais, on passe des bons moments. Et je sais que tous ceux qui sont là, alors il y a ceux qui font des business entre eux, des affaires et tout, mais il y a ceux qui sont là et qui apprennent. Et déjà, juste ça, le fait d'ouvrir le champ des possibles à des anciens footballeurs, pour moi, c'est une victoire. Bah ouais, mais c'est le plus courageux, celui qui vient, qui sait pas quoi faire, mais qui accepte de dire je sais pas quoi faire, mais je suis là, et déjà il s'ouvre, et c'est le plus courageux. Ouais, clairement. C'est le meilleur, celui-là. Clairement. Et c'est celui qui va réussir. Clairement. Parce qu'il a l'humilité de dire je sais pas. Mais il est là. Je prends l'exemple de Loïc, qui a arrêté l'année dernière. J'aime beaucoup son profil parce que, même si par moment il a forcément galéré, mais il a switché. Et surtout, il est actif. Il est acteur de sa reconversion. Il est curieux, il fouille, il cherche des trucs et tout. Et je sais qu'il y a de grandes choses qui l'attendent. C'est obligé. Évidemment. Vu comment il est curieux, vu comment il a compris comment transformer le bagage qu'il a eu grâce au football, derrière, il lui arrivera de grandes choses. Et le but, c'est petit à petit d'aller chercher les joueurs en activité. Ouais. Je commence à en avoir un petit peu, de temps en temps, qui viennent un peu ponctuellement. Ils ont du mal, ceux-là ? Les joueurs en activité, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ils n'ont pas l'impression que tu leur apportes quelque chose. Ouais. Ce que je peux comprendre. Ouais. Et ils sont tellement sollicités, donc tu n'es qu'un message de plus, tu n'es qu'un... Tu vois, j'ai galéré pour avoir des parrainages quand j'ai lancé Match Retour, donc la formation. Par contre, là, vu qu'ils ont vu quand même que ça fait longtemps que je travaille sur le sujet, ils sont un peu plus attentifs. T'as gagné ton autorité. Voilà, donc tu vois, même en termes de légitimité, ça commence. Mais tant qu'ils ne seront pas dos au mur, c'est ça. Voilà. Mais voilà, avec le temps, petit à petit, on va y arriver. Je pense que dans l'autre sens, les jeunes joueurs, de temps en temps, il faut que j'en ai sur les causeries. Des jeunes joueurs qui sont à l'aube du contrat pro et tout ça, parce que eux, on va poser une graine dans leur tête. Mais le message, il est pour eux, principalement. Ah bah oui. Moi, le podcast, c'est principalement à eux que je m'adresse. C'est à celui qui est jeune, qui pense qu'il est intouchable. Mais si on peut toucher, lui mettre une petite graine dans le cerveau, comme quoi ça peut s'arrêter demain ou l'année prochaine, commence à t'intéresser à des choses, commence à réfléchir à ce que tu aimerais faire, quelles sont tes passions à côté. Bien sûr. Mais juste réfléchis-y un petit peu, 10 secondes par jour, pas plus. Clairement. Et mais au tout début. Et ce que tu dis, c'est important parce que peut-être qu'un jour, à ses 25-26 ans, ah ouais, attends, mais là, je joue en Espagne, c'est-à-dire je parle espagnol, donc j'ai accès au réseau espagnol. Attends. Quand les matchs ils sont finis, je vais aller voir les sponsors, les entreprises, trucs. Ça se trouve plus tard, je ferai de l'import-export, etc. Et Match à Vancouver,
qui fait une carrière assez sympa à l'étranger et tout, qui a lancé des produits de beauté, la skincare coréenne, parce qu'il a joué en Corée. Et moi, je lui disais tout le temps, Mathias, mais le réseau auquel tu as accès, le réseau coréen, mon ami. Et je pense qu'en plus, à l'étranger, ils sont encore plus fous des footballeurs. Incroyable. Qu'en France. Incroyable. Et ça, comme tu l'as dit, si les jeunes, ils peuvent, tu vois, avoir ils pensaient un petit peu, 10 secondes par jour. Un tout petit peu. De qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais faire, comment, qui je pourrais rencontrer, qu'est-ce qui me servirait aujourd'hui que je pourrais utiliser plus tard. Et de ne pas avoir honte, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'être le mec qui bouquine dans le car. Tu vois, c'est pas grave. Faut assumer, faut se battre. Mais à la fin, c'est toi qui auras raison. Bien sûr, à la fin. Parce que des fois, je me dis, si le temps, enfin le nombre d'heures, tu vois, il y a la théorie des 10 000 heures, le nombre d'heures que j'ai gâché à faire n'importe quoi, bah si j'avais juste un petit bouquin dans les mains à ce moment-là, bah j'aurais ouvert... j'aurais ouvert mon esprit. Mais tu viens de me donner une idée de faire une vidéo avec les 10 bouquins qui te seront utiles durant ta carrière pour préparer ton après-carrière. On peut en parler. C'est ça. Et ce qui est cool, c'est que c'est passionnant. Tu vois, il y a trop de choses à faire. Et moi, le sujet de la reconversion, c'est un sujet qui me passionne. C'est pour ça que quand je me suis séparé de Mathieu par rapport à la boîte d'argent, dès le lendemain, t'étais retourné au travail. J'étais dans mon truc. Dans ta réflexion. J'étais dans mon truc. Après, voilà, les divergences, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On est des êtres humains, c'est pas grave. Par contre, aujourd'hui, et je pense que je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. Grâce aussi aux personnes qui m'entourent. Mais le fait de faire le métier que j'aime. Ouais. Et pareil, ça, faut que les gars soient au courant. Je suis enseignant parce qu'en tant qu'ancien sportif de haut niveau, j'ai eu des équivalences. Et tu sais, c'est un métier, nous, on est de la génération qui valorise énormément le métier d'enseignant. Tu vois, le prof, c'est... Voilà. Et moi, cet accomplissement, dans ma vie, passe devant le football. Je suis plus fier d'être prof que d'avoir été footballeur. Mais si on peut rassurer les joueurs qui savent pas quoi faire ou qui se disent « Moi, je fais que du foot, il y a que le foot qui me rend heureux », mais vous avez 1000 façons d'être heureux hors le foot. Mais... Vous avez 1000 façons d'être heureux si vous ne faites pas du foot. Il y a 1000 trucs que vous pouvez faire qui vont vous remplir, où vous avez votre plein potentiel et vous vous épanouirez de fou. Mais je le répète, j'adore mon métier. Mais bien sûr. J'ai la banane, je suis content d'aller au taf, j'ai le smile, je suis archi content. Mes élèves, et ils le savent, je les aime, mais d'un amour, waouh. Mes élèves, je les aime énormément. Et je sais que pour eux, c'est un peu... Tu sais, c'est atypique. Ils ont un enseignant qui est un ancien pro. Puis voilà, moi, ils savent, hein, je suis sur Insta, truc. Ça enrichit les échanges. Je suis connecté. Et je sais que pour eux, je reste un modèle de réussite. Tu vois, je reste un modèle de réussite. Et par exemple, je sais pas, ils vont me voir, je suis avec eux. Et le soir, ils vont me voir avec des personnalités du monde du foot et tout. Et je sais que chez eux, ça crée quelque chose, tu sais, de pas commun, mais d'inspirant. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important que les gars aient cette information-là, qu'éventuellement, ils peuvent devenir enseignants sur telle ou telle matière. Ouais. Parce que tu as des mecs qui sont peut-être chauds en maths, d'autres qui pourraient être des très bons profs de PS, des profs d'histoire, des profs d'éco-gestion, des profs de langue. Parce que moi, je parle anglais couramment. Je suis sûr que si je mets ma tête si dans tu le focuses truc, sur quelque chose, sur un projet, tu pourrais apporter plein de compétences à plein de gens. Voilà, et je peux... Et t'épanouir surtout. Le message, c'est qu'on peut s'épanouir hors du foot. Mais vraiment, c'est le message, tu vois, que j'essaye de faire passer, c'est que les gars, quand vous allez finir vos carrières, mais il y a des... C'est trop bien, carrément. Il y a le moment où c'est un peu complexe, mais après, c'est... Le meilleur vous attend. Et oui, et surtout, c'est quelque chose que tu as fait, donc tu pourras capitaliser Exactement. dessus. Moi, j'ai joué que 3 ans à Newcastle, mais on m'associe à ce club. Ça me suivra toute ta vie. Ça me suivra toute ma vie. Il y en a qui peuvent dire, ouais, mais il a pas beaucoup joué, nanana. Je m'en fiche et je l'assume. Je suis pas en train de dire que j'ai fait une carrière. Non, je l'assume, mais tu ne peux pas m'enlever que j'ai joué là-bas. Magnifique. Voilà. Je te propose qu'on finisse là-dessus, sur ces belles paroles. Merci à toi, Wesley. En tout cas, c'était super enrichissant. Encore une fois, on aurait pu parler longtemps. Voilà. C'est des sujets, je pense qu'on est tous les deux passionnés par tous ces domaines-là.
Et vous pouvez suivre la causerie. La causerie partout sur les réseaux sociaux. Ou sinon, Wesley Bang, partout sur les réseaux sociaux. Je mettrai les liens. Et puis, au plaisir de refaire ça avec toi, avec d'autres. Ça pourrait être marrant aussi d'avoir une table ronde à 4 ou 5 filmée. Je pense qu'on a plein d'expériences ou plein de choses à partager. Carrément. En tout cas, merci beaucoup à toi et continue comme ça. Ce que tu fais, c'est d'utilité publique, carrément. Magnifique. Top.